qui a écrit un magnifique livre sur justement un crossover un peu spécial entre l'univers de Twin Peaks et de Beverly Hills. J'espère que tu nous en diras quelques mots. Ensuite, nous aurons Guillaume Labrude, auteur et artiste plastique. Bonjour Guillaume. Alors, il faut prendre le micro, en fait. Je pense que c'est le mieux pour s'exprimer. Bonjour. Ensuite, nous aurons Manon Mathieu, correctrice chez Livresse Édition. Et tout étant, bonjour donc. Bonjour. Et toutes et tous, vous êtes donc de grands fans de David Lynch, donc merci d'être là. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on se pose juste 30 secondes sur l'héritage et les valeurs de David Lynch. En effet, Lynch est clairement une antithèse d'une fasciste transphobe comme J.K. Rowling, puisque lui, Mark Frost et les autres scénaristes de Twin Peaks ont sans doute créé le premier personnage transsexuel de la télévision avec le personnage de Dennis Bryson, joué par David Duchovny. Et c'est pour ça, il me semble qu'on ne peut pas parler de David Lynch sans évoquer sa prise de position formelle dans la saison 3, où le personnage qu'il interprétait lui-même, Gordon Cole, déclarait, en parlant de la transphobie, que les intolérants devaient réparer leur cœur ou mourir. Alors j'aime croire que ça fait aussi partie de l'héritage de David Lynch, donc merci pour le t-shirt, Johan. Et que du coup, au final, tout le monde comprendra qu'un jour, il y a des œuvres qui méritent encore une exposition et d'autres non. Alors du coup, justement, pour parler de David Lynch, on va se demander justement donc à Johan, organisateur du festival, comment est venue cette idée de rendre hommage à David Lynch ? En fait, cette année, comme vous le savez, le festival met à l'honneur le genre fantastique, avec Anne Rice, et il y a effectivement une table ronde autour de l'œuvre d'Anne Rice. Il se trouve que David Lynch est malheureusement mort en début d'année. Lynch, quand on parle de Lynch et de son cinéma, après on parlera de ses autres activités, mais le mot fantastique est un écho assez naturel. Personnellement, j'ai un goût prononcé pour ce qu'il fait. Et puis, on se disait, mais comment, à travers le fantastique, on ne pourrait pas évoquer Lynch. Il est mort cette année, on fait un festival sur le fantastique, on se doit de parler de David Lynch. Et en plus, il y avait aussi quelque chose d'un petit peu paradoxal, de dire comment ne pas parler de David Lynch sans point d'interrogation, parce que justement Lynch parle beaucoup d'inexplicable et de ce qui n'est pas dit. Et donc il y avait ce petit jeu sur le comment ne pas parler de David Lynch, puisqu'on va parler de David Lynch, mais l'intitulé c'est comment ne pas parler de David Lynch. Donc il y avait un petit clin d'œil comme ça aussi. Et il se trouve que nous, la première édition du festival, on l'a consacrée à la science-fiction et à Philippe K. Dick comme grand auteur du genre. Et alors ce qui est amusant comme clin d'œil, c'est qu'on avait Léo Henry qui vient avec nous, et qui a écrit une nouvelle, et il vous en parlera tout à l'heure, où en fait c'est une sorte de correspondance imaginée entre Philippe K. Dick et David Lynch. Donc on trouvait ces petits clins d'œil assez amusants, et c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on est parti. Ok, et du coup, avant vraiment de commencer à proprement parler de David Lynch, et justement d'imaginer quel héritage il nous laisse, j'ai envie de vous demander à chacun et chacune comment est-ce que vous définiriez le thème lynchien, et comment est-ce que vous êtes rentré justement dans les rêves de David Lynch. Et j'ai envie de commencer avec toi, Léo. J'ai aucune définition de lynchien. Je dirais des trucs après. Et comment je suis rentré petit, je suis rentré avec les VHS de Twin Peaks, quand il y a eu des VHS à ma médiathèque de quartier, donc c'était genre 95. Et c'était assez intéressant parce que le son était sous-mixé, donc on n'entendait à peu près rien des dialogues, et il manquait le pilote. Oui. Donc on commençait avec l'épisode 1, et en fait toute la présentation des personnages était zappée, donc ça a augmenté le mystère quand même de cette série extrêmement mystérieuse. Pour des questions de droit, effectivement, le pilote était absent de cette collection de VHS, et en plus la VF était pas terrible. C'était dégueulasse, ouais. Et après, au début d'Internet, j'ai piraté une version genre en anglais sous-titrée en danois. Enfin bref, il y a eu toute une aventure de Twin Peaks, et à un moment, mes camarades, quand les DVD TF1 vidéo sont sortis, j'ai plein de camarades qui sont venus me voir en me disant c'est trop bien, tu devrais regarder Twin Peaks. Et là, j'étais juste fatigué. Voilà. Donc, d'où une certaine... j'ai un peu des comptes à régler avec David Lynch, mais voilà, je ferai ça après. Très bien. Et toi, Guillaume ? Moi, je crois que c'était Blue Velvet, le premier David Lynch. J'étais au lycée et j'avais fait un tunnel de films. Je crois que j'avais dû en regarder 73 en un mois avant le bac pour réviser. Et il y avait souvent des cinéastes que je découvrais à ce moment-là. Et si j'aimais bien le premier film que je voyais d'eux, je regardais dans la foulée un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc il y avait eu les Scorsese, les Tarantino, et il y a eu David Lynch.
avec Blue Velvet qui n'est pas son plus obscur en termes de narration, donc c'était une porte d'entrée qui était plus simple que si j'avais commencé par Inland Empire au hasard. Complètement au hasard. Voilà, mais il y a aussi je crois que le personnage qui est incarné par Dennis Hopper, c'est peut-être le personnage de cinéma que j'aimerais le moins croiser au monde en fait. Je pense que je préfère partir en vacances avec, je sais pas, Hannibal Lecter plutôt que de voir 5 minutes Dennis Hopper et son masque à oxygène, quoi. Ok, et toi Manon? Je vais commencer par répondre à ta première question. Que veut dire lynchéen? Parce que là, on entre dans mon domaine d'expertise. Et en fait, pour ceux que ça intéresse, la définition de lynchéen, c'est qui se rapporte à David Lynch. Et il n'y a même pas de définition de David Lynch. Donc en fait, c'est une non-définition, ce que je trouve très très adapté au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je trouve ça magnifique. Donc lynchéen, c'est quoi? C'est de Lynch. Et Lynch, c'est quoi? En fait, on ne sait pas. Et lui non plus d'ailleurs. Et ma première immersion dans le monde de David Lynch, ça a été grâce à mes parents. Je devais avoir 12-13 ans au travers des DVD de Twin Peaks qu'on a dévoré en soirée avec ma petite sœur, en soirée cinéma, et dont les termes nous sont restés très longtemps. Il y a un poisson dans le percolateur, avez-vous un cookie? Et c'est resté très longtemps. Et ça nous a marqué à vie, j'ai envie de dire. Ouais, normal. Et toi, Johan? Alors, c'est pas très original, c'est aussi Twin Peaks, mais j'avais juste vu quelques épisodes de la saison 1, ça passait sur la 5 à l'époque, parce que je suis de cette génération-là, et j'avais pas forcément pu voir effectivement la série. Par contre, le méga choc que j'ai eu sur Lynch, c'est Firewalk With Me. C'est-à-dire que je suis allé le voir au cinéma, et là je me suis pris une mandale phénoménale entre, je dirais, les sujets ultra sensibles qui sont abordés avec beaucoup de finesse, beaucoup d'émotion. La musique de Badalamenti qui est juste incroyable. Et donc, ouais, là, j'étais happé. Ouais, je comprends tout à fait. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé presque dans l'ordre, en fait. J'ai commencé par Elephant Man, parce que je suis un fan de films d'horreur, etc. Et je ne sais pas pourquoi ce film est catégorisé par certains comme un film d'horreur. Du coup, je l'ai regardé en tant que tel. Mais j'ai bien vu que c'était quand même bien plus que ça. Ensuite, j'ai vu Dune. Ensuite, j'ai vu Blue Velvet. Ensuite, j'ai vu Sailor Ulla, et après seulement, j'ai vu la série Twin Peaks et Firewalk With Me, etc. Enfin, donc je les ai vus dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et c'est complètement par hasard, en fait. J'avais pas de notion de qui était David Lynch quand j'ai vu Elephant Man ou Dune, par exemple, parce que j'étais enfant, quoi. Donc voilà, mais effectivement, c'est des films qui m'ont marqué sans que je fasse le lien par rapport à la personne, quoi. Même Dune, qui l'a renié lui-même, je trouve qu'il y a quand même des choses exceptionnelles dans ce film, qui est malgré tout très marquant, quoi. Alors, il y a beaucoup d'imitateurs et beaucoup d'autres qui font des films dans un style un peu surréaliste, qui sont propres, mais aussi des personnes, et il n'y a personne comme Lynch en fait. Et pourtant, donc, Lynch a fait beaucoup d'émules, et tellement qu'on ne se rend même plus compte de son immense impact dans le monde de l'art occidental, et ce, à plusieurs niveaux. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé toutes les œuvres et tous les artistes, grosso modo. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, évidemment, on pourrait en rajouter, si jamais j'en ai oublié qui vous semble super important. Et par exemple, dans la série télé, dans le cinéma, dans la musique, dans la sculpture, dans la photographie, dans l'art contemporain en général, il y a énormément de David Lynch un peu partout. Et bien sûr, comment ne pas parler de Lynch dans les séries télé? Parce que bien sûr, on a forcément donc cité Twin Peaks, on l'a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure. Bon, il a aussi fait une autre série beaucoup plus obscure, On the Air, avec Mark Frost, qui est beaucoup plus dispensable, mais qui avait aussi des petits trucs intéressants. Mais bref, David Lynch, avec Twin Peaks, il a énormément infusé dans la télévision américaine. Pour moi, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, en fait, des séries modernes. Évidemment, il y avait des excellentes séries télévisées d'auteurs auparavant. Il y avait Hill Street Blues, il y avait énormément de choses dans les années 80 et même avant, Le Prisonnier, etc., la Twilight Zone, etc. Enfin, il y a vraiment des pépites. Mais Lynch, il a quand même insufflé une façon de faire cinématographique. Il a amené le feuilleton qui n'était pas tant à la mode que ça, même s'il y avait des choses comme Dallas, qui était donc du soap opéra de prime time. Donc à la fois dans la narration, à la fois dans la complexité de réaliser les épisodes, de les écrire, d'avoir un casting de haute volée, il a énormément infusé. Et donc pour moi, la première chose qui vient en tête, c'est une autre énorme série qui l'a beaucoup inspiré, que sans David Lynch, ça n'existerait peut-être pas, ou en tout cas pas de cette façon-là, c'est The X-Files de Chris Carter. C'est pour moi la plus évidente.
Rien que dans le pilote, on a un panneau Welcome to Bellefleur pour rappeler Welcome to Twin Peaks. Et puis, on est sur une enquête d'une adolescente qui est retrouvée morte dans une forêt. Donc, c'est vraiment... Il y a le FBI, la petite ville chelou. Enfin, il y a vraiment beaucoup de parallèles à ça. Et d'ailleurs, dans sa deuxième série, Chris Carter, il a fait un autre clin d'œil très important à David Lynch, c'est que dans le premier épisode de Millennium, on retrouve une oreille avec une fourmi qui se promène à l'intérieur. Donc, il n'y a vraiment pas de hasard là-dedans. Ensuite, il y a Kingdom Hospital de Lars von Trier, qui à l'époque avait donc créé cette série-là. Il avait déclaré lui-même « j'ai envie de faire une série comme David Lynch », en gros. Et quand David Lynch a fait The Return, il a fait aussi une suite à L'Hôpital et ses fantômes, donc Kingdom Hospital. Il y a True Detective de HBO, que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de Twin Peaks, même si c'est beaucoup plus lointain, mais c'est peut-être aussi assez direct comme référence. Desperate Housewives, forcément, avec Cheryl Lee qui devait jouer justement la personne qui meurt au début, et puis même le côté petite ville avec plein de secrets, enfin, je veux dire, les références, et puis même la comédie, le côté un peu humoristique de Twin Peaks, on le retrouve aussi beaucoup dans cette série. Il y a Lost, évidemment, qui s'inspire de plein de choses, mais aussi quand même de David Lynch avec des séquences oniriques et puis aussi certaines thématiques de bien, de mal, de rêve. Bon, c'est beaucoup moins réussi que Twin Peaks, évidemment, mais quand même, il y a quelque chose. Et des choses peut-être plus directes, comme Where Are the Pines, Picket Fences, qui est une très bonne série de David Ekele, Zone Blanche, une série française, faut quand même le dire, il y a une série française qui lorgne aussi beaucoup du côté de Twin Peaks. Et après, dans des touches plus diffuses, c'est-à-dire c'est pas des séries dont la structure même vient de Twin Peaks ou de David Lynch, mais qui utilisent sa grammaire pour certaines séquences ou certaines scènes ou certains épisodes, et je pense notamment à Buffy, le dernier épisode de la saison 4 de Buffy, je pense à Atlanta, énormément d'épisodes d'Atlanta, si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à la regarder, et aussi dans Les Sopranos, où David Chase justement se revendiquait souvent de David Lynch. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite liste, mais justement, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que Léo, tu veux nous parler de Beverly Hills? Ouais. Je t'en prie. J'ai fait un petit livre qui s'appelle Twin Peaks 90 210, qui était basé à l'origine, c'est juste basé sur un face swap que j'avais trouvé sur Facebook où ils avaient pris Mulder et Scully et ils avaient juste échangé les cheveux. Et cette photo était assez sidérante parce qu'on avait l'impression de voir Brandon de Beverly Hills et Bob de Twin Peaks sur la même photo, juste en échangeant les chevelures de Mulder et Scully. Et donc je m'étais dit, c'est rigolo, donc j'avais fait une petite blague sur Facebook, et puis ça m'a hanté, et je me suis dit, mais en fait je vais faire un livre extrêmement sérieux pour démontrer que Beverly Hills et Twin Peaks sont une seule série. Et donc c'était un très très long travail parce que j'ai regardé tout en détail, j'ai pris des notes, et en fait je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un problème, c'est que c'était la même série, parce que c'est le même producteur qui est derrière les deux séries, c'est les mêmes équipes techniques, c'est une partie des mêmes studios et ça a été diffusé en même temps sur des chaînes concurrentes, Twin Peaks et Beverly Hills. Et dès la première saison de Beverly Hills, il y a des allusions à Twin Peaks à l'intérieur du show. Et du coup, j'en ai fait un livre qui est à la fois un essai très très documenté, il y a des centaines de notes, et qui progressivement s'enfonce dans la paranoïa, puisque c'est un livre sur les théories du complot aussi. Donc je pars d'un postulat idiot, que je creuse, et en fait plus je creuse, plus je me rends compte que non seulement le postulat n'est pas idiot, mais qu'en plus il révèle des choses. Et alors ce que ça révèle, je vous le dis maintenant, mais vous ne pourrez plus jamais l'oublier, c'est qu'en fait c'est une œuvre de magie noire et qu'on vit dans le monde d'après Twin Peaks 90 210 et que nous sommes tous maudits. Voilà. Donc je vous conseille ce livre. Alors ce qui est rigolo, c'est que donc, ce livre, qui est quand même un essai aussi sur la littérature et la paranoïa, j'ai découvert il y a 2 jours qu'il est cité dans une vidéo de complotiste sur Donald Trump comme une source fiable. C'est la consécration. Alors c'est à la fois la consécration et c'est en même temps, enfin voilà, c'est sans surprise. En fait, j'aurais pu m'y attendre, mais j'étais quand même surpris. Okay. Et sinon, à la question, est-ce qu'il y a d'autres séries que tu penses qui s'inspirent énormément du travail de David Lynch? En fait, alors peut-être que je vais en venir à mon propos anti-David Lynch, mais je pense que c'est un problème d'attribuer, comment dire, c'est un problème de se créer des auteurs. Et c'est un problème encore plus de se créer des génies. Et le rôle de David Lynch dans Twin Peaks, il est important, mais c'est un rôle qu'il a joué. Il n'est pas tout seul, c'est une équipe. Et le succès de Twin Peaks, c'est précisément pas de la série d'auteurs, c'est une lutte,
c'est Lynch et Frost qui se battent contre leur chaîne et qui font à peu près n'importe quoi, parce que c'est une série qui est extrêmement dysfonctionnelle en fait en termes de narration, en termes de plein de trucs. Donc il y a effectivement Lynch quelque part, et il a beau jeu 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard de capitaliser là-dessus alors qu'il s'est barré. Il y a un truc, c'est assez problématique en particulier d'attribuer Twin Peaks Alors, à Lynch. je vois ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, tu as raison, c'est une vraie équipe, et on parle pas souvent des autres réalisateurs, des autres scénaristes, etc. Mais vu qu'il s'est accaparé, on va dire, avec le film préquel Fire Walk With Me, c'est normal, je pense, de pouvoir l'attribuer. Et surtout, la série, elle s'est vendue sur son nom à l'origine. Et même s'il n'a pas tout fait, il a quand même impulsé beaucoup de choses, quoi. C'est absolument exact. C'est là où je pense que l'histoire devient intéressante, c'est sur comment est-ce qu'on fabrique un auteur et comment est-ce qu'on fabrique un génie. Et il se trouve que Fire Walk With Me, ça a été fabriqué avec la moula de Marine Karmitz, et ça a été fait en France par des Français qui sont, nous, on est assez convaincus que les auteurs existent dans le cinéma, et c'est quelque chose qu'on a vraiment institué dans la critique cinématographique. Et je pense que c'est une partie du succès de David Lynch est liée au fait que au moment où il était en train de faire à peu près n'importe quoi à Hollywood, les Français ont dit « toi, tu es un génie ». Et à partir du moment où il était un génie, il a fait la carrière qu'il a fait, c'est-à-dire Fondation Cartier, club privé, pub pour la PlayStation, et faire un spin-off de sa série télé avec le tax shelter français pour les médias états-uniens. Franchement, j'ai dit tout le mal que j'avais à dire de lui. Voilà, maintenant que c'est fait, est-ce que tu peux répondre à la question ? Et un autre truc, ah ouais, pardon, c'était quoi la question ? Est-ce qu'il y a d'autres séries télé, justement, que tu penses qui peuvent s'inspirer de son travail ? Parce que quand je dis son travail, ça ne peut pas forcément être la série télé. Il y a aussi son cinéma, la musique, etc. Je passe. Ok. Et toi, Guillaume, alors, du coup ? Quand tu dis série télé ou série... Et pour moi, une série télé, c'est du coup une œuvre qui passe à la télévision. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres de fiction sérielle, pour bien détourner la question, notamment sur Internet, notamment dans le monde de l'horreur sur Internet, que ce soit les espaces liminaux, que ce soit complètement, oui. tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique cursed, qui ressemble beaucoup à ces peintures, qui elles-mêmes ressemblent beaucoup déjà au travail de Francis Bacon, qu'il n'a jamais rencontré, il me semble, mais ils avaient quand même une correspondance ensemble. En tout cas, oui, il a été, quand il était enfant, il a vu une de ses expositions qui l'a vraiment marqué, quoi. Et même voilà, tout ce qui est de l'ordre des backrooms sur Internet, que ce soit aussi ce qu'on voit avec oui, parce que la Red Room, donc la Black Lodge dans Twin Peaks, c'est le premier backroom en fait. Et puis même au-delà de ça, le fait de prendre le quotidien et de le corrompre pour en faire quelque chose qui peut devenir terrifiant, parce que David Lynch, c'est quand même le plus grand réalisateur de films d'horreur qui n'a jamais fait de film d'horreur. Et je pense que même tout ce qu'on voit au niveau de ce qu'on appelle l'analogue horror, c'est-à-dire créer du motif horrifique en utilisant des technologies de la fin des années 90, début des années 2000, avec le grain du caméscope, les mini-DV, quelque chose qui a énormément été développé, je pense, déjà sur Fire Walk With Me, sur Inland Empire, encore une fois. Donc il y a vraiment un héritage de Lynch dans le style, dans l'ambiance, sur les fictions collaboratives vraiment qui sont développées fin des années 2000, début des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui doivent quand même énormément à Lynch, et même dans le monde du jeu vidéo. C'est un point que j'allais développer. Oui, voilà, on reviendra dessus plus tard, mais en série télé, après vraiment série qui passe à la télévision, je pense qu'il y a quand même le fantôme de David Lynch quelque part dans les saisons d'American Horror Story. Il y a quelque chose qui traîne comme ça. En tout cas, dans la première, le personnage de Jessica Lange, il y a quand même ce côté personnage qui ne dénoterait pas dans Twin Peaks, en tout cas. En tout cas, ouais, je trouve que tu as bien raison sur le côté ancien média, etc. Parce que même déjà dans Twin Peaks, déjà dans le pilote, quand il regarde la vieille VHS qui a été tournée au caméscope de Donna et Laura, il y a déjà ce côté-là. Et effectivement, dans Inland Empire, là, c'est vraiment un des sujets du film. Même. On ne va pas se leurrer, l'analogue horreur doit aussi beaucoup, je pense, à un petit film pas très connu qui s'appelle Projet Blair Witch. Oui. Mais il y a quand même du Lynch derrière tout ça. Complètement. Et toi, Manon ? Vaste question, parce que Lynch, oui, il a influencé énormément de choses,
Maintenant, je rejoins d'un côté Léo qui dit bah oui, mais on lui attribue énormément de choses et finalement, est-ce que c'est pas le découlement naturel de tout un tas d'influences? Et d'un autre côté, je me dis oui, mais Lynch, qu'est-ce que c'est à la base? Lynch, c'est quelqu'un qui s'est posé contre Hollywood, contre la grande production, qui a voulu montrer les dessous d'Hollywood, qui a aussi... En fait, n'importe quelle série avec un fil rouge qui s'étend sur plusieurs saisons peut se réclamer de l'héritage de David Lynch. Du fait que, comme tu l'as dit, on avait des soap operas, etc., mais c'était assez marginal. Ici, on obtient quelque chose de construit sur plusieurs saisons. Alors, on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, il y a aussi eu énormément de pression, énormément de choses. Quand je pense au fait que, dans Twin Peaks, finalement, on apprend qui est le meurtrier de Laura Palmer. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, mais attention, spoiler alerte. À la base, Lynch ne voulait pas le donner, et c'est aussi quelque chose où je l'aurais rejoint là-dessus, c'était pas ça le propos. Mais à partir du moment où on a créé quelque chose avec l'influence de David Lynch de cette ampleur, il a ouvert la porte à tout un tas de générations de séries télé ou maintenant évidemment sur plateforme qui peuvent s'en revendiquer. Dernièrement, si je dois citer des noms, je penserais à Dirk Gently, très bizarrement, dont pour moi l'influence lynchienne, elle est là. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, est-ce que c'est un découlement profond, on ne sait pas. Après, il y a effectivement des gens qui vont s'en revendiquer, qui vont le déclarer. Quand je parlais de Chris Carter, où il a fait plusieurs occurrences à David Lynch, dont plusieurs œuvres différentes de David Lynch, c'est clair et net, ou même des fois qu'il y a des gens qui le disent clairement, mais après, effectivement, ça peut être infusé, et puis des fois, peut-être, c'est tout simplement inconscient. Il y a des gens, peut-être, qui vont faire un truc, ils vont mettre des rideaux rouges quelque part, ils vont pas se souvenir forcément que ça vient de là, mais oui, tout à fait, il y a cette part-là aussi qui peut exister. Oui, et puis ils vivent dans une espèce de continuum, tout est relié. Quand je pense, est-ce que Clive Barker a été influencé par David Lynch? À mon avis, oui, mais l'inverse est vrai aussi. Et je retrouve de l'un dans l'autre, et je retrouve des influences communes aux deux. Donc oui, c'est un monde. Et en tout cas, il est difficile de parler cinéma et séries sans évoquer David Lynch. Et toi, Yoann? Alors, je serais bien incapable de répondre à ta question, en toute honnêteté. Et j'avoue que je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là. Je réponds peut-être un peu à côté, mais pour moi, Lynch, une caractéristique forte qu'il a, c'est une liberté complète dans sa créativité qui fait que, alors ça peut être en but à certains studios de production, mais ça a créé justement ces choses si particulières. J'ai envie de revenir peut-être dans l'autre sens, de dire les influences que Lynch a pu subir, et il y a des choses très intéressantes, notamment pour nous qui sommes un festival littéraire. Les gens le savent peut-être, mais il faut savoir que La Métamorphose de Kafka, c'est une œuvre qui a énormément marqué David Lynch, et d'ailleurs il souhaitait l'adapter en film. Ouais. Il avait commencé de travailler dessus, et puis finalement il a mis ça de côté en disant non, ça ne pourra pas être aussi bien que le bouquin, donc je laisse tomber. Crime et châtiment aussi de Dostoïevski, qui est aussi une œuvre qui l'a beaucoup marqué. Et quand on a ces références-là en tête, on se dit ah oui, y a une parenté, on pourrait dire. En tout cas, les thématiques de Crime et châtiment, les thématiques de La Métamorphose, c'est totalement, ça fait du sens, quoi. C'est-à-dire quand on l'entend dire ça, on se dit ah mais oui, c'est évident. Mais en tout cas, moi, pour dire après, les filiations, je ne saurais pas dire, mais pareil, au niveau peinture, on a parlé de Francis Bacon, dans Twin Peaks, il y a des liens évidents avec Magritte. Il y a des tableaux, voilà. Oui. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est un artiste qui était une vraie éponge et qui était sensible à un certain nombre de choses et qui le retranscrivait avec sa liberté à lui. Et après, je pense que à la limite, est-ce si important que ça, le débat de se dire qui est influencé aujourd'hui par Lynch? À la limite, je pense que Lynch balayerait ça peut-être d'un volet de main en disant mais chaque artiste doit faire comme il le sent. Bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement comment une personne qui s'est battue contre Hollywood a finalement infusé dans Hollywood. Parce que effectivement, beaucoup de showrunners, donc il y a Damon Lindelof, plein de gens comme ça qui sont plutôt jeunes par rapport à Lynch, qui s'en revendiquent complètement et qui essayent de reproduire, qui essayent de, pas seulement en termes de forme, mais aussi en termes de fond, avec des choses à raconter. Damon Lindelof, dans ses séries The Leftovers, je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que j'aurais pu la citer tout à l'heure, ou même Watchmen, il y a déjà aussi cette volonté un petit peu de se battre contre un système.
Et sinon, pour revenir sur Kafka, effectivement, il y a un portrait de Kafka dans le bureau de Gordon Cole dans Twin Peaks: The Return. Donc, mais si Chris Carter fait des clins d'œil très appuyés à David Lynch fait aussi des clins d'œil parfois très appuyés à ses propres références. Magritte, effectivement, en est un. Il y a des séquences dans The Return, c'est des tableaux quasiment, des compositions qui sont reprises, quoi. La Red Room. Tout à fait. Même les premiers courts-métrages et les premières expérimentations plastiques de Lynch vis-à-vis de Kafka, il y a tout, que ce soit The Alphabet ou Grand Mother, il y a vraiment quelque chose de la fameuse métamorphose, même le Eraserhead, aussi, le fait de travailler aussi. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui était anthropologue. Son père travaillait dans le milieu forestier, mais il y avait quelqu'un de sa famille qui découpait des insectes avec un scalpel, et ça aussi, ça l'avait amené à faire des parallèles avec ça et à l'amener dans ses travaux d'art plastique quand il a commencé, je crois que c'était les Beaux-Arts de Philadelphie au moment-là. Il était déjà plus à Boston au moment où il expérimentait à fond dans son petit sous-sol en terre battue, et je crois que son père avait eu peur de lui un petit peu à ce moment-là. Oui, mais il y a pas mal d'influences comme ça, comme tu le disais, Francis Bacon. Il y a un tableau notamment de Francis Bacon avec un magnifique phtalot, un ver phtaleux qui est très très représentatif d'une de ces périodes, qui est pratiquement le visuel qu'on aura dans Twin Peaks du nain, en fait, qui revient, c'est ce tableau où il se met pratiquement à genoux et on le voit limite jazzé sur la bande. Et pareil, Hopper également, quand on voit ces dépictions de lieux publics qui sont pratiquement vides avec une personne solitaire au milieu, on a là, pour moi, tout ce qui encapsule le parallèle, le paradoxe de David Lynch, des gens qui se retrouvent seuls dans une foule et des gens qui se retrouvent beaucoup dans leur tête, seuls dans un endroit qui est public. D'ailleurs, Lynch, à un moment, le disait également, j'aime beaucoup les lieux publics parce que c'est le seul endroit où les gens pensent qu'ils sont seuls et ils sont complètement fous, ils font des trucs complètement déments. Et c'est très parlant, finalement, de toutes ces représentations. Et j'ajouterais là-dedans que les lieux que dépeint Lynch dans la plupart de ses œuvres, on a des diners, mais on a aussi beaucoup de motels, on a des lieux qui sont a priori assez anonymes, assez... C'est des lieux de passage, donc exactement. on revient au Liminal Place, c'est exactement ça. Voilà, et ça rejoint... Vas-y. Et oui, et d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez typique chez lui qui est très fort, c'est cette capacité à mêler le banal de l'horrifique. C'est-à-dire qu'on part d'un détail apparemment anodin et par le fait de creuser une forme de sillon, ça en devient effrayant. Et ça, il y a vraiment quelque chose de très spécifique à Lynch, déjà la coexistence d'émotions contradictoires. Reprenez, pour ceux qui la connaissent, la fameuse scène de l'enterrement où après Shelley mime quand le père Leland monte sur le cercueil et descend. Il y a un côté à la fois hyper dramatique et hyper comique. Donc cette coexistence des émotions, c'est quelque chose, je trouve, qui est très fort dans ce qu'il produit. Ouais, et d'ailleurs, oui, vas-y. Twin Peaks, c'est aussi une série qui arrive à un moment de l'histoire sociale américaine où on a pleinement conscience, je pense qu'on avait pleinement conscience avant, mais on a d'autant plus conscience que les actes horrifiques, les crimes, ce genre de choses, c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont un grand manoir dans les Carpates, parce que les débuts des années 90, c'est quand même Jeffrey Dahmer, c'est l'exécution de John Wayne Gacy, on termine la décennie sur Columbine, donc il y a quand même, aux États-Unis, on se rend compte que voilà, même avec un petit pavillon dans une petite banlieue, il peut y avoir des cadavres dans les placards. C'était une image, mais pour le coup, c'est très terre à terre. C'est plutôt adapté, oui. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Yoann, et pour moi, ça rejoint la théorie de l'étrangeté inquiétante, l'inquiétante étrangeté, et c'est exactement le phénomène de Lynch, de se dire, on a l'impression, c'est le Unheimlich, pardon pour ma prononciation en allemand, bien sûr, le Heim qui nous ramène au foyer, ce qui est familier, en fait, au final, et qui découle lui-même de l'allemand Geheimnis, et encore une fois, pardon, pour les germanophones qui nous rejoignent, qui nous ramène à ce qui est secret, mais dans le sens ce qui est caché.
Et alors on joue sur ces deux tableaux en permanence avec Lynch, où on se sent en sécurité, et puis d'un seul coup, bam, on se rend compte que dans cet univers familier, l'étrange est là, et il a toujours été là, et comme le dit très bien d'ailleurs Louise Van Brabant dans son livre, dans un futur qui a toujours déjà été advenu. Et c'est très beau à dire, en fait, et on tourne là-dessus en permanence. Et d'ailleurs, justement, donc on parlait d'empreinte, d'héritage. Est-ce qu'il y a une œuvre quelconque, quelle qu'elle soit, qui vous a déjà fait ressentir cette étrange inquiétude, merci. Que ce soit dans un tableau, parce que c'est vrai que par exemple, quand on voyait la Fondation Cartier, alors moi, du coup, je reviens vraiment à Lynch lui-même, à ses peintures, à ses dessins, à cette espèce de, je crois qu'en plus, il n'y a même pas de titre de pièce qui était une reproduction d'un de ses dessins, d'un de ses tableaux, mais en vrai, quoi, une installation où on peut donc en gros quelque part se promener à l'intérieur d'un de ses dessins. Et là, enfin, j'ai fait beaucoup d'expositions d'art contemporain, de trucs comme ça, et c'est une des rares fois où je me suis sentie vraiment, que j'arrivais pas à définir ce que je ressentais et que c'était vraiment très très étrange, quoi. Cette notion de se promener dans quelque chose qui devrait pas être là, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a déjà sur autre chose? Je ne vais pas répondre à la question, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que j'ai l'impression que c'est un élément de compréhension de... alors, si on suit ma ligne, mais comme je suis assez têtu, je suis ma ligne, de Lynch fabriqué en tant qu'auteur et fabriqué en tant que génie. C'est-à-dire, il y a la part de son travail et il y a aussi vraiment la part du contexte autour, contexte de production matérielle, contexte culturel, etc. Et je pense qu'une des très grandes forces de Lynch, et ce qui l'a rendu aussi efficace, c'est précisément ce que tu disais, c'est on ne sait pas ce qu'on ressent. Et en fait, c'est un cinéaste qui est... alors, je vais mettre les pieds dans le plat, je pense que c'est pas correct, mais on va y aller. Je pense que c'est un cinéaste qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire que ses films ne reposent pas sur l'intelligence, et d'ailleurs lui-même s'en revendique. Si on lui demande des explications, il dit « j'ai eu une idée, j'ai regardé une ampoule ». Et le fait de produire un cinéma qui n'est pas intelligent à ce moment-là, donc dans les années 90, donc à la chute du bloc soviétique, je pense que c'était aussi, il y a un truc qui a cliqué à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on en avait soupé des gens qui avaient des théories et des trucs sur comment est-ce qu'on politise le cinéma et qu'est-ce qu'on dit dans le cinéma, et que Lynch, c'est un cinéaste apolitique dans le sens où il n'est pas en train de tenir des propos sur quoi que ce soit, il est en train de nous faire ressentir des choses. Tout à fait, ouais. Et la critique de cinéma est une critique qui est extrêmement désarmée par rapport à ça, parce que c'est pas un truc qu'on a envie de dire en fait quand on a vu un film, dire j'ai pleuré, ou j'ai trouvé ça excitant, ou j'ai trouvé ça effrayant. On a envie. Alors qu'on devrait. Alors je sais pas si on devrait, mais disons qu'à ce moment-là de l'histoire, c'est pas un truc qui est impliqué. Et donc on se retrouve face à des objets qui sont intellectuellement incompréhensibles, qui sont très forts émotionnellement, et donc ça ouvre la porte à toute l'exégèse lynchienne, parce qu'il y a énormément de production de blabla qui est fait pour dire moi j'ai compris ci, j'ai compris ça, t'as compris quoi, alors que en réalité c'est pas un cinéma, enfin c'est pas un art qui vise à nous faire comprendre quoi que ce soit. Et donc c'est à la fois très habile et très efficace, et je comprends que ça a une immense influence. Après, je vois des angles morts et des problèmes à ça, mais peut-être que maintenant je pose le micro parce qu'il faut que quelqu'un réponde à la question précédente. Okay, ou rebondir là-dessus directement, parce que c'est intéressant. Effectivement, Lynch, comme tu l'as dit, il s'est toujours revendiqué de l'émotion plus que de la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compréhension à avoir, mais en tout cas, ce n'est pas du tout son but. Quand lui, il s'en fout que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, tant que vous ressentez quelque chose. D'ailleurs, John Carpenter est un petit peu aussi sur cette vague-là, même si c'est beaucoup moins évident, parce que c'est beaucoup moins cryptique, ce qu'il fait. Mais voilà, tu voulais dire quelque chose, Ivan ? Oui, c'était dans cette veine-là, je rejoins totalement Léo. C'est effectivement, Lynch ne cherche pas... une forme d'intelligence, d'expression compréhensible, etc. Il fonctionne avant tout sur une forme d'intuition, comme tu l'as bien dit. Ah oui, tiens, je vais mettre ça. Et il y a un côté très émotionnel, où il y a les rêves, où il y a les cauchemars. Et effectivement, on n'est absolument pas dans un objectif. Alors, je pense que c'est pas du tout calculé. Je pense pas que c'est une habileté construite. Je pense que c'est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Mais donc, il y a ce côté très intuitif. Après, je pense que ce qui peut aussi avoir joué dans ce que tu décrivais, le fait qu'aujourd'hui Lynch est un peu porté au pinacle dans certains milieux, c'est qu'il a quand même, faut reconnaître, quelques décennies en avance, abordé des thématiques extrêmement lourdes, extrêmement tabous, qui aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertement discutées. Je pense aux violences faites aux femmes, je pense à l'inceste, des choses qui sont
extrêmement lourde à exprimer, qu'il a su montrer d'une façon, enfin pas montrer, mais évoquer. Et je pense que ça a pu jouer parce qu'il y avait un côté un petit peu précurseur, si on peut appeler ça comme ça, sans que ce soit, je pense, calculé. Je pense que lui, il voyait une matière extrêmement émotionnelle, extrêmement forte qu'il a utilisée. Et je pense que ça a pu jouer dans le sens que maintenant, a posteriori, même s'il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas, et effectivement, il y a des choses totalement incompréhensibles, je pense que ça a pu jouer. Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est que même si ce n'est pas son but, il y a effectivement donc des gens comme Mark Frost qui sont là pour accrocher les wagons, mais que quand même, lui, même s'il la joue vraiment à l'instinct, et il invente des trucs, par exemple, Bob, c'est un accident, c'est parce qu'il y avait un gars de la lumière qui était dans un reflet qu'on ne voit même pas. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai vu seulement parce qu'on m'a dit qu'il y était, mais sinon, en fait, je ne l'aurais jamais vu. Et donc, du coup, c'est devenu un élément important de cette mythologie, et ce n'était pas du tout prévu à la base. Mais pour autant, il y a quand même une sorte de cohérence dans toute sa logique. Alors, sur Twin Peaks, on peut dire, oui, ça vient de Mark Frost. Après, dans Mulholland Drive, il est un peu tout seul au scénario. Donc, oui. Ouais, à la fois, il est tout seul, mais sur les films qui lui ont valu vraiment le grand succès. Eh ben, tu penses à quoi, par exemple? C'est Mary Sweeney, c'est Mulholland Drive, Lost Highway, et c'est sa compagne et sa monteuse, et qui l'aide au scénariste et qui a fait une partie du succès de David Lynch aussi. Parce que j'imagine que les rushs de Mulholland Drive, quand ils t'arrivent, t'as intérêt quand même à avoir un peu une petite vision pour en faire autre chose que Inland Empire au hasard, enfin bien genre sûr, un film de 3 heures incompréhensible. La musique de Badalamenti, enfin la musique de manière générale. Ouais, alors sur la musique, c'est intéressant aussi parce que là, en venant, mais je suis un peu obsédé et un peu de mauvaise foi. Hein. Mais en venant, j'essayais de me dire, mais Lost Highway, c'était une bande originale qui a vraiment marqué les gens. Et quand même, on a David Bowie et on a Rammstein qui sont, en termes de violence faites aux femmes, qui sont quand même assez en haut du panier. Donc il sait aussi s'entourer de gens. Ouais, tu voulais dire quelque chose sur... Okay. Moi, je pense que c'était, si je peux juste rebondir là-dessus, au niveau la sensorialité de l'œuvre de Lynch, c'est là où je pense que je vous rejoins tous en disant oui, c'est une œuvre qui n'est pas faite pour être intellectualisée, pour être expliquée. D'ailleurs, ça l'énervait au possible de dire mais non, regardez, j'ai fait de l'art. C'est comme quand on dit j'ai fait une peinture et puis dès que vous donnez le produit fini, les gens veulent le déconstruire et en tirer un sens. Mais c'est pas toujours nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en ressent, c'est ce qu'on en prend. Et moi, quand je parle de David Lynch, en fait, j'ai surtout le mot musique. David Lynch, c'est d'abord une musique, et il le disait lui-même, il était peintre à la base et il voulait peindre, et il disait oui, mais c'est pas suffisant, il me manque quelque chose, j'ai envie d'animer mes peintures. D'ailleurs, les premiers courts-métrages de Lynch, ils sont très très parlants, c'est vraiment de l'expérimentation, et je pense que Lynch, c'est ça. Et c'est comme malade, là. Oui, expérimenter, sur recommencer, reprendre, et ses premières peintures animées, on peut vraiment parler que de ça, ce sont des peintures animées sur de la musique très, très rythmée, très... Et alors, j'ai tendance à le qualifier d'orfèvre de la musique, d'orfèvre du son, parce que sur toutes ces bandes son, c'est impressionnant la qualité rythmique qu'il peut avoir. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, David Lynch n'est pas 100% responsable de son succès. Hein, tu as raison. De toute façon, c'est comme n'importe quel cinéaste, n'importe quel showrunner, c'est toujours une équipe. Mais il est quand même à l'origine, il est quand même à la base, à la barre pour l'émanation. Et surtout, là où ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de choses comme ça. C'est sujet à interprétation, mais lui, il a quand même sa propre logique. J'en veux pour preuve que, par exemple, il y a eu quelques podcasts qui ont été faits, par exemple, à la suite de The Return, et quand on lui a posé on lui demande à chaque fois, effectivement, d'expliquer. Il refuse systématiquement d'expliquer, mais quand on lui apporte certaines théories de fans, en lui disant, ah là, par exemple, il y avait des gars qui disaient, oui, alors il faut regarder les 2 épisodes-là à l'envers, un soir de pleine nuit, ou des trucs comme ça, enfin bref, des trucs un peu farfelus, mais qui étaient quand même très précis, donc qui étaient des vraies théories, qui étaient vraiment développées sur Internet. Là, il disait tout de suite, non, ça, c'est pas ça. Il ne voulait pas aller plus loin, mais en gros, quand même pour dire que dans sa tête, il y a quand même une logique, qu'il a sûrement travaillé avec Mark Frost, parce que les livres de Mark Frost vont aussi en réponse à ce que Lynch a fait, ou n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'il y avait des choses qui auraient été intéressantes dans Twin Peaks et Return qui n'y sont pas finalement, et que je pense que Mark Frost a voulu du coup mettre un petit peu dans ses livres un peu ce qu'il avait frustré, qui n'a pas existé. Mais je pense que quand même, voilà, il a sa propre logique, à laquelle on peut adhérer ou pas adhérer, mais qu'effectivement son but c'est de nous faire ressentir les choses. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt réussi. Sinon, on ne serait pas là, je veux dire, en discuter en fait, non ? Après, est-ce que l'instinct, en ce qui est d'une matière artistique, c'est pas aussi
une forme de logique. Après, lui, il s'attaque peut-être aussi à des sujets qui sont pas forcément moins simples à explorer, mais disons qu'il est beaucoup dans l'univers du double, dans l'univers du rêve, dans l'univers du paraître en fait, de l'apparence. Dans l'univers des bandes blanches sur l'autoroute, parce que ça, il faut en parler aussi. Mais il y a d'autres cinéastes qui sont très connus pour être des cinéastes très instinctifs. Je pense tout de suite à William Friedkin, qui a toujours dit qu'il ne croyait pas en la deuxième prise et qui a toujours eu cette réputation d'être un cinéaste frondeur. Sauf que, avec son passé de documentariste et de reporter, Friedkin, lui, il s'attelle à des sujets très historiques, très sociétaux, presque documentaires, parfois la façon dont il a fait les scènes de poursuite dans French Connection. Là où David Lynch, lui, il va sur des terrains plus obscurs, entre guillemets. Et puis Lynch aussi, là, on parlait d'Hollywood, effectivement, il parle aussi de beaucoup de choses qu'il connaît. Alors, c'est vrai qu'on a toujours l'impression, je veux dire, dans Twin Peaks ou même dans Blue Velvet, c'est l'anecdote de la femme qu'ils ont vue déambuler nue alors qu'ils étaient enfants. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de lui. On se demande même jusqu'à quel point ça pourrait pas être un petit peu autobiographique quelque part. Hein. Il y a bien sûr une zone d'ombre là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à Hollywood. Il parle beaucoup d'Hollywood dans Mulholland Drive et Inland Empire. C'est des charges complètes contre Hollywood et son système. Et là, il parle vraiment du coup de choses qu'il connaît. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine logique quelque part. On sent que, alors là, dans Mulholland Drive, je suis sûr, il y a des trucs, ça vient de son vécu personnel. La scène du café. La scène du café, voilà, c'est à ça que je pensais évidemment. Et donc voilà, donc c'est normal qu'effectivement il y ait une certaine logique qui vient de son vécu et qui serait celui de n'importe qui en fait. Simplement, je pense que Lynch a décidé d'utiliser comme matériel, comme matière première pour ses histoires, pour ses œuvres, peut-être des choses que d'autres n'auraient pas forcément utilisées. Tu veux, Léo, non ? Oui. Je voudrais juste revenir sur les matériaux que David Lynch utilise. Moi, il y a un truc qui me frappe quand même, qui m'a frappé dans les dernières revisions que j'ai faites de son boulot récemment, c'est la partie effectivement sur les violences faites aux femmes, la pédocriminalité et les crimes d'inceste. Qui est présent évidemment dans Twin Peaks, qui est présent dans Mulholland Drive, qui est un des fils qui court dans l'œuvre de Lynch. Et c'est là où en fait je me dis qu'il y a quand même une question qui se pose sur le fait d'être un réalisateur instinctif et qui prétend ne pas intellectualiser ce qu'il fait. C'est que ce qu'il fait, alors c'est une hypothèse, c'est mon take sur le truc et je sais pas jusqu'où ça va, mais c'est qu'une des raisons pour lesquelles ces films sont aussi captivants et aussi terrifiants, c'est qu'ils donnent à voir en réalité pas tant la réalité des violences que la silenciation des violences. Ouais, complètement. Mais ça pose plein de problèmes. Ça pose par exemple le problème de qu'est-ce qu'on raconte quand on dit que une personne incestueuse, en fait, c'est pas lui, mais c'est le diable. Qu'est-ce qu'on dit quand on sexualise des personnages d'adolescentes qui sont joués par des adultes, mais avec des relations adultes, y compris des adultes bienveillants qui sont, genre les relations sont quand même vraiment bien dégueulasses. Qu'est-ce qu'on dit quand, 25 ans après, quand on remet le couvert, on prend tout le casting des vieux gars et on met genre que des femmes de 20 ans. Le premier move qu'il a fait quand même David Lynch quand il a eu l'argent de la France et le droit de faire des trucs qu'aux États-Unis, c'est quand même dans son Firewalk With Me, c'est de mettre ses actrices torse nu, qui est relativement dispensable, je pense, pour la compréhension du film. Et donc, il y a quelque chose qui se joue là, de l'ordre de rendre séduisant et... En fait, je ne sais pas comment dire. Il y a une espèce d'archétype du personnage de la femme séductrice hollywoodienne qui est par ailleurs victime d'inceste et qui, du fait qu'il n'est pas dans une démarche d'intellectualiser les choses, donc ni d'en tenir une critique, ni dans la culture de l'inceste d'en faire une espèce de je sais pas comment dire, quoi, de faire une espèce de pornographie. Il est ni dans l'une position ni dans l'autre, mais le fait d'être ni dans l'un ni dans l'autre, ça lui permet de dire des trucs qu'il n'a pas dit, ou genre je dis des choses mais je les dis pas vraiment, et ça pour le coup c'est un des mécanismes principaux de la silenciation des violences sexuelles et des violences intrafamiliales. C'est exactement cette chape de silence qui repose. Donc
en fait, je sais pas à quel point il traite pas ces sujets. Il les utilise et les utilise dans sa dynamique de nous faire ressentir des choses. Et la question, c'est qu'est-ce que nous on en fait en fait. Je suis pas du tout en train d'accuser Lynch. Non, mais j'ai compris. Est-ce que le fait de dire c'est merveilleux, c'est son univers personnel, c'est peut-être autobiographique, c'est Lynch. T'as raison. En fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que on parlait justement du contexte historique tout à l'heure de ses œuvres, donc des années 80-90. Et effectivement, je crois que c'est toi, Yoann, tout à l'heure, qui l'a dit. Il a fait une irruption de ces sujets-là. Alors qu'on n'en parlait jamais. Donc en fait, tu as raison dans le sens où il n'a pas intellectualisé en, par exemple, ne pas couvrant tous ces sujets-là de manière à les border correctement et aller partout, mais le fait de les faire surgir sur la scène, sur le devant, c'est déjà quelque part, je pense, un acte de... Oui, mais qu'est-ce qu'on retient de Twin Peaks? Enfin, tu vois, quand tu dis quel est l'héritage de Twin Peaks, à aucun moment on dit l'héritage de Twin Peaks, c'est aborder le sujet de l'inceste de la fiction grand public. On va retenir des rideaux rouges, un nain qui danse, des gens qui marchent à l'envers. On va retenir l'aspect émotionnel, l'espèce de surface traumatisante de ce truc. On a entendu le message qui nous dit, mais le fait de l'avoir entendu, ça ne nous permet pas de le traiter, en fait. Alors ça, je ne suis pas d'accord, parce que c'est justement le meurtre de Laura Palmer et ce qui lui arrive, et notamment, je pense, grâce au film. Enfin, je sais pas toi, mais moi je l'aurais évoqué de toute façon à un moment donné. Mais c'est un sujet sur lequel, entre personnes qui ont vu Twin Peaks, on parle énormément, quoi. On parle même, je trouve, c'était peut-être pas le cas avant. Peut-être que maintenant, en 2025, peut-être qu'effectivement c'est plus le cas. Mais c'est vraiment un sujet qui est assez important, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup de Twin Peaks, c'est l'espèce de basculement ça commence vraiment comme un soap opéra avec le voile de brume sur l'objectif de la caméra, la musique, les personnages parfois un peu archétypaux, et on se rend compte que en dessous de ce vernis très Carte postale, ouais. pré-Wisteria Lane, il y a tout ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà abordé dans Blue Velvet. On parle de l'ouverture déjà. Avec la petite bourgade de la province américaine qui cache des trucs abominables. Et j'ai vécu une expérience assez intéressante vis-à-vis de Blue Velvet, parce que je l'avais diffusé à mes étudiants de 3e année il y a 2 ans. Donc c'est des personnes qui étaient majoritairement nées aux alentours de 2003. Donc moi je suis de 90, donc on avait grande année. On a quand même un petit décalage générationnel. Et pour moi, Blue Velvet, c'était le gentil. Ça a longtemps été le gentil Jeffrey, un peu con, qui découvre des trucs horribles sous, encore une fois, le vernis de sa banlieue bien tranquille. Et les étudiants, après que je leur ai montré Blue Velvet, alors déjà, il y en avait beaucoup qui avaient envie de m'insulter parce qu'ils ont très, très, très mal vécu le film. Il a été très brusque pour eux. Et après, on a ouvert le débat justement sur leur perception, en fait, des archétypes de la société dedans. Et unanimement, ça a été Jeffrey est aussi dégueulasse que Frank Booth. C'est vrai. Et c'est une lecture que j'ai trouvée hyper intéressante, et on est vraiment allé sur un travail plastique autour de ça, et ça revenait systématiquement dans les rendus qu'ils m'ont fait, presque plus parler de la dégueulasserie interne de Jeffrey plutôt que de celle qui se voit à des kilomètres à la ronde dès qu'on croise encore une fois Frank Booth. Donc je pense qu'il y a aussi cette thématique sous cette apparence, il peut y avoir d'autres choses. C'est quelque chose, c'est un processus. Justement, avant de te donner la parole, Yoann, je veux juste rajouter, moi par exemple, depuis 30 ans presque, je fais découvrir Twin Peaks à plein de gens et je les accompagne dans leur visionnage parce que je suis un gros geek et j'aime bien qu'il y ait d'autres gros geeks autour de moi. Et en fait, un des sujets que j'aborde le plus, et je préviens toujours les gens avant, c'est la révélation de qui a tué Laura Palmer. Dans un épisode du milieu de la saison, enfin plutôt du premier tiers de la saison 2, je leur dis c'est une scène extrêmement violente, et je leur dis toujours que pour moi c'est le cœur en fait de la série, c'est ça dont parle la série, un truc c'est une violence incroyable qui même encore aujourd'hui, faire une scène comme ça serait vraiment super violent, quoi. Alors pour l'époque, sur une chaîne comme ABC, devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Parce que c'est un network. C'est le TF1 de l'époque où il y avait 3 chaînes, quoi. Faut se rendre compte, quoi. C'est un truc immense, et voilà, je préviens là-dessus. Et pour moi, c'est pour ça que je dis ce que je retiens de Twin Peaks, moi beaucoup, c'est aussi ça, et c'est aussi ce genre de choses dont j'aime bien parler. Je voulais revenir justement sur ce que disait Léo, parce que je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai qu'il y a une forme d'ambivalence
qui peut créer de la gêne. Alors, moi, j'ai eu le bonheur tout récemment de revoir Twin Peaks et avec le bonheur supplémentaire de le partager avec ma fille qui va bientôt avoir 21 ans. Et du coup, l'échange était très intéressant puisqu'on est sur des générations analogues à tes étudiants. Et donc, on a regardé à la fois Twin Peaks et on a regardé aussi Twin Peaks Fire Walk With Me à la fin de la saison 2. Et cette ambivalence, je trouve qu'elle est extrêmement forte et elle crée une forme de malaise parce que quand tu regardes Twin Peaks, la série, eh bien, il y a ce côté extrêmement gênant du meurtrier qui est un petit peu dédouané, parce que c'est le diable derrière, c'est Bob, etc. Mais quand tu regardes le film, en fait, rattrapé, là, c'est plus du tout ça. Tu vois vraiment le côté... Et c'est pas du tout le même traitement. Non. Et du coup, ça crée ce malaise. Et je pense que Twin Peaks, il peut y avoir une forme, effectivement, peut-être d'exploitation, on pourrait dire, joue sur ces malaises. Parce que je pense qu'il aime amener les spectateurs vers des émotions, qu'elles soient drôles, qu'elles soient extrêmement malaisantes. Et je pense qu'on est en plein là-dedans. C'est ça. Et d'ailleurs, justement, je veux rajouter un truc par rapport à, aux motivations du tueur. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas regardé comme ça, je ne le spoil pas. En fait, dans les scènes coupées du film, dans les Missing Pieces, il y a un mobile qui est donné, un mobile supplémentaire qui est donné au meurtre de Teresa Banks, la précédente victime du tueur avant Laura Palmer, qui renforce d'autant plus ça, qui dit non, en fait, le tueur, il n'est pas du tout dédouané de ses actes, il est regardé, il avait même encore un autre mobile qui est bien terre à terre, bien dégueulasse. Voilà, donc ça charge. C'est contradictoire avec la série, en quelque sorte. Tout à fait, on est d'accord. Je pense qu'il faut aussi dire qu'à la base, le tueur n'avait pas vertu à être dévoilé dans la série. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il avait été dédouané ou pas? C'est un sujet. Il était prévu d'être dévoilé quand même à la toute fin, parce qu'il savait dès le début que c'était lui, quoi. Mais il y a surtout le traitement des femmes, notamment, et de l'inceste et des violences faites aux femmes qui courent à travers toutes les saisons. Et en ça, je trouve que l'essai de Louise von Brabant que je présente ici est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et elle déconstruit un petit peu tout ça. Donc je rejoins à la fois ce que disaient Léo et Johan, notamment vis-à-vis de l'image lisse. Mais pas que de Laura Palmer, parce que Laura Palmer, au début, c'est quoi à travers le pilote et les premiers épisodes, c'est un corps, en fait, c'est un cadavre. La première image qu'on a de Laura, c'est un corps emballé dans du plastique, exactement. Et par la suite, la seule image qu'on aura de Laura, c'est, à part la petite vidéo qui est retrouvée avec Donna, c'est son image de prom queen, en fait. C'est l'image... D'ailleurs, ils le disent très bien au travers du personnage de Albert Rosenfield. En fait, qui c'est Laura? J'ai une vision, dit Dale Cooper, d'une adolescente blonde, etc. Et puis on dit, oui, mais ce que vous me décrivez là, donc une adolescente blonde qui se drogue, etc., qui est sexuellement active, c'est la moitié des lycéennes du pays. C'est très parlant dans ce genre de choses. Mais comme le dit très bien Laura Mulvey dans son mémoire, dans ses analyses, qu'est-ce que c'est Twin Peaks? Au final, c'est toute la métaphore, l'allégorie d'Hollywood, encore une fois, de cette peau externe, qu'une fois qu'elle se craquelle, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Et c'est la même chose ici. L'image de Laura, elle est très très lisse, elle est parfaite, la prom queen, machin. Et puis finalement, on se rend compte que derrière, il y a une femme, il y a quelqu'un qui a subi des violences, qui ont été d'ailleurs passées sous silence, donc toute la ville est plus ou moins complice, plus ou moins coupable, finalement. Donc, qui est le meurtrier de Laura Palmer? Oui, tout le monde et personne à la fois. C'est d'ailleurs le slogan de la ville, c'est « Personne n'est innocent à Twin Peaks ». Donc c'était pas forcément par rapport à cette réflexion-là, mais du coup ça marche aussi, quoi. D'ailleurs, à partir du film et de la saison de 2017, quand on regarde un petit peu le tournant, et là je renvoie à Iris Bray et son travail sur Sex and the Series, et notamment aux travaux d'Eva Alvarez-Vasquez sur les femmes en colère du cinéma, on découvre une Laura qui est en colère, qui jure, qui est fâchée, qui est très 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 loin, à des kilomètres, à des années-lumière de cette image de femme lisse qu'on nous sert dans la première saison. Alors est-ce que c'était voulu ou pas? Est-ce qu'il y a eu un renversement ou pas? Comme dit Léo, on ne s'est pas attribué véritablement l'intention, mais on doit analyser aussi ce fil conducteur-là qui a pris un tournant décisif à partir du film. Tout à fait. Il est bientôt l'heure, c'est ça? Ok. Bon, on va conclure. Vous voulez faire il reste combien de temps? On doit finir. Ok. Un dernier mot pour finir, Léo? Un mot sur méditation transcendantale. si tu veux. En un mot, parce que ça c'est un truc qui est quand même... Il fallait en parler. Ouais, peut-être quand même, parce que c'était intéressant d'ouvrir cette table ronde sur les takes transphobes de J.K. Rowling.
David Lynch, avec son argent, il a quand même supporté toute sa vie une secte indienne qui était très active à Hollywood. Et à ce propos, il y a un documentaire fictif vraiment cool qui s'appelle David Wants to Fly, qui a été fait par un documentariste allemand, où il va voir David Lynch pour devenir un grand réalisateur. Et c'est une enquête en fait sur méditation transcendantale, donc sur ce mouvement, sur cette secte à laquelle David Lynch est émergé depuis les années 70. Et il a passé quand même aussi beaucoup de sa vie entre faire des pubs pour la PlayStation et ouvrir des clubs, à faire de la retape pour sa secte, essayer d'ouvrir des écoles. Il a démarché des lycées dans le nord de la France. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension chez David Lynch qui, voilà, autant Tom Cruise et la scientologie, on les associe vite, autant Lynch et méditation transcendantale, c'est pas le cas, et peut-être que ça mérite aussi d'être pris en considération dans la construction de la statue en or. Ok. Et toi, Guillaume ? Sur la méditation transcendantale ou sur David Lynch en général? Sur c'est un mot de la fin. Bon, j'avais brièvement pensé au spectre de David Lynch qui sont aussi présents dans d'autres médias. C'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a eu un remake de Silent Hill 2, tout autant que le jeu originel de 2002. Ouais, c'est vrai qu'on devait en parler. C'est évident les liens déjà avec Lost Highway en termes de scénario, et juste la scène où le personnage qu'on incarne découvre l'antagoniste principal du jeu qui est en train d'agresser sexuellement deux autres créatures. Le personnage est caché dans un placard avec les stries pour voir. Bon, on est clairement dans une redite de Blue Velvet, donc il y a vraiment l'horreur moderne. Encore une fois, David Lynch, plus grand réalisateur d'horreur qui n'a jamais fait de film d'horreur. L'horreur moderne porte vraiment beaucoup de marques. Puis il y a une filiation visuelle aussi de Silent Hill avec l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, qui s'inspire énormément des peintures de Francis Bacon. Bien sûr. Donc la boucle est bouclée quelque part. Et toi, Manon ? Il est difficile d'avoir un mot de la fin là-dessus. Et si je devais concéder quelque chose, ce serait mon ignorance sur le sujet, de dire, ça me rappelle un dialogue de Eraserhead dans lequel le beau-père demande à Henry « Well, Henry, what do you know ?» Et il répond « Oh, I don't know much of anything ». Et très franchement, c'est le sentiment que j'ai. Ok. C'est une bonne conclusion. Ouais. Et toi, Yoann ? J'ai envie de dire, oui, difficile de conclure. On espère que ça vous a donné envie soit de voir, soit de revoir des films de David Lynch. Sachez qu'au niveau du festival, on a quelques petites choses prévues autour de tout ça, c'est-à-dire dans la salle principale Omnisport, vous avez un décor recréé de la Red Room, pour ceux qui veulent un petit clin d'œil en photo dedans, c'était un petit clin d'œil aussi de notre part. Et puis pour ceux que ça intéresse, là maintenant, d'ici 2-3 minutes, après une pause technique, je vous fais une lecture d'une nouvelle que j'ai écrite dans Les Créatures de la Nuit, qui est dans un univers musical Lynch et Badalamenti. Donc voilà, pour faire un lien, pour ceux que ça intéresse. Je voulais parler de la musique, mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu... En fait, il aura fallu 4 heures pour faire cette table ronde, il faut le savoir. Donc pour ceux que ça intéresse, donc moi j'ai fait des podcasts et des vidéos sur YouTube sur David Lynch, sur Twin Peaks, surtout en particulier, donc sur le coin pop, si ça vous intéresse. Donc il y a un podcast sur Mulholland Drive et un autre sur Twin Peaks The Return. Et sachez que le 17 janvier prochain au club à Metz, on va faire une soirée Twin Peaks avec Firewalk With Me, justement, qui sera projetée, et peut-être des épisodes de la saison 3, et peut-être une table ronde avec peut-être des invités qui sont super. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux. 17 janvier. 17 janvier, là, au club à Metz. Donc, où justement, Cinéma Le Club. Cinéma Le Club, ouais, avec un K. Donc je vous invite à regarder régulièrement, il y aura une prévente qui sera faite. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir discuté avec moi de David Lynch. Merci Guillaume. Ciao, ciao.